Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon premier bilan de l'année puisque ça y est, le long mois de janvier est enfin fini. Ça a été un très bon mois avec 23 lectures, mais avec aussi des lectures du vraiment très bof à de l'excellent. Et donc comme le dernier bilan, je vais ranger mes lectures de 2 étoiles à 5 étoiles. Alors, il y en a un, j'aurais pu mettre 1, mais j'ai du mal à être méchante à ce point, donc ça sera 2. Mais franchement, j'ai détesté cette lecture. On va commencer du coup tout de suite par la lecture à 2 étoiles, qui est Sweet Nightmare de Tracy Wolff. Alors, première chose à savoir, c'est qu'il est dit comme pouvant être lu indépendamment, et c'est vrai, puisque en soi, l'intrigue se tient toute seule, mais ça reste un spin-off de sa saga principale Assoiffée, et ça se sent quand même. N'ayant pas lu la saga principale, on sent quand même qu'on a loupé un train, voire deux. Il y a trop de choses qui sont balancées comme si c'était normal et naturel, et ça l'est pas du tout quand on ne connaît pas la saga. Il y a plein d'autres problèmes, hein, notamment sur le fait que c'est vraiment très peu crédible. Ok, c'est du fantastique, avec des créatures surnaturelles et tout, mais enfin, quand même, ça se passe en plein ouragan catégorie 5, donc c'est des vents à plus de 250 km/h, et les gamins, parce que j'ai des adolescents, courent dehors comme si c'était normal. C'est un peu difficile, mais voilà. Tout se passe à une vitesse, enfin, il y a des morts partout, tout le temps, franchement, enfin... C'est tellement blindé d'événements qu'on a le temps de s'attacher à rien ni personne. Enfin bref, moi c'était franchement difficile de le lire. Sûrement que les fans de la saga trouveront quelque chose dans ce spin-off en retrouvant l'univers, etc. Mais en tout cas pour découvrir, moi c'était une catastrophe. Donc voilà, je ne recommande pas personnellement, même si je suis sûre que ça plaira à certaines personnes. On passe ensuite à mes lectures 3 étoiles. On va commencer par Rewitched. Alors si je l'ai lu en VO, qui n'est pas encore sorti en France, c'est de la cozy fantasy. En fait j'avais très envie de lire de la cozy fantasy, et comme en France on est un peu limité encore, c'est pas un sous-genre hyper développé, bah pas le choix que d'aller lire en VO. Et c'était très mignon, mais très long d'une certaine manière. J'ai eu un peu de mal à m'attacher à l'héroïne principale, qui n'évolue vraiment que largement après la moitié du bouquin, donc c'est long. Après j'ai aimé la thématique de voilà, elle a pas confiance en elle et du coup elle va devoir se réapproprier sa magie, ce qui au final est une thématique finalement assez universelle, même si c'est là au sens littéral du terme de magie de sorcière. Je trouve que c'est une manière comme une autre de reprendre confiance en soi et de retrouver sa magie intérieure. Donc voilà, c'était sympa mais sans plus. Donc bon, pourquoi pas, mais faut pas s'attendre à être waouh en lisant ce livre. Tabula Rasa, des éditions du 81. Alors ça me désole, j'ai vraiment du mal avec les romans de cette maison d'édition, il faut croire, puisque c'est le deuxième que je lis, et je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Le dernier donc c'était Astérès en SF là que j'ai eu un mal fou à lire. Là au moins j'ai pu tout lire, c'était en soi très beau, la plume de l'autrice est très belle. C'est l'histoire d'un couple, de leur rencontre, de leur vie, mais il y a quelque chose qui m'a dérangée dans l'écriture. Je me suis ennuyée en fait. La fin est très belle, mais je me suis un peu ennuyée, pourtant c'était que 200 pages. Voilà, donc pourquoi pas, mais j'ai trouvé ça un peu cliché parfois. Ouais, j'ai du mal à en parler parce que je sais pas quoi en penser finalement. Mais en tout cas ça n'a pas été pour moi. Après voilà, ça reste très bien écrit, c'est pas la question, c'est pas mon truc. Ensuite, The Fine Print de Lauren Asher. J'ai eu une phase en janvier où je voulais lire beaucoup de romances, et du coup je me suis lancée dans cette romance en me disant pourquoi pas, j'en entends beaucoup parler, ça se passe dans un parc d'attractions, c'est quand même assez chouette comme univers, et ça c'est vrai que j'ai adoré l'univers. Franchement dans The Fine Print, l'univers Dreamland de parc d'attractions c'est très chouette avec les créateurs, les chars, les attractions. Le début a très bien commencé, au début c'était franchement assez addictif, j'ai adoré les joutes verbales entre donc Rowan et Zara, donc un trope boss employé, mais bon, lui il a moins de 30 ans et elle a plus de 20 ans, donc c'est pas un gros écart d'âge non plus. Lui très froid, elle très lumineuse, donc voilà, donc un petit Grumpy Sunshine très sympa. Et puis le smut est arrivé, et c'est dommage parce qu'au final c'est un peu pour ça que j'ai voulu lire ce livre, on va pas se mentir, mais je l'ai trouvé pas très bien écrite, les scènes sont pas très... voilà, ça m'a vraiment plus gâché ma lecture qu'autre chose. Elles sont très clichés, je trouve ça très dommage d'avoir voulu faire une héroïne soi-disant féministe avec des valeurs et qui au final balance tout par-dessus l'épaule parce qu'il est riche et que c'est quand même cool d'avoir un jet privé pour aller à New York. Elle qui lui dit que bon, l'argent ne fait pas tout. Enfin je sais pas, voilà, j'ai du mal avec ce genre de personnage où on essaye de faire des personnages un peu soi-disant féministes, mais au final y a rien, elle a un gros syndrome de l'infirmière parce que oh le pauvre il a souffert et que elle est prête à le sauver. Voilà, la fin était plutôt chouette mais vraiment il y a une grosse partie... aucun intérêt j'ai trouvé à mes yeux, et avec des phrases franchement clichés. Celle-là m'a vraiment marquée, je vais la dire parce que je la trouve absurde, désolée, mais c'est quand même une scène de smut, donc on essaie d'être émoustillé, et elle dit qu'elle aime le contrôle, enfin elle aime la manière dont Rowan contrôle son corps comme il contrôle un conseil d'administration. Et je me dis, mais de toutes les comparaisons possibles, il a fallu qu'elle choisisse le terme conseil d'administration. Enfin, c'est pas très sexy comme comparaison, désolée. Moi, ça m'a complètement sorti de la scène. Assez déçue, c'est pas mauvais, mais bon, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ensuite, One Week Girlfriend de Monica Murphy.
Alors là pareil, donc romance, couverture toute mignonne, fake dating, c'est un peu mon trope préféré. Je me dis voilà, j'ai envie d'une lecture pas très longue, c'était 200-300 pages. Je me dis voilà, un truc mignon, c'est exactement ce qu'il me faut. Et là, impossible de le deviner, des énormes trigger warnings. Alors pas dans la romance entre les deux, donc il y a un fake dating assez classique. Et en fait, Andrew donc lui demande à cette fille de devenir sa fausse petite amie pendant une semaine, le temps qu'il retourne chez ses parents. On comprend qu'il est dans une famille un peu bizarre, mais quand on dit famille un peu bizarre, là c'est carrément toxique et malsain. Donc vraiment il y a des gros trigger warnings, je préfère pas les dire. Mais ça surprend, et franchement c'est écrit nulle part, la couverture est toute mignonne. Ça, voilà, un peu déroutant. En soi, du coup cette noirceur, bon on va dire, donne peut-être un peu de profondeur à la romance au lieu d'être juste un fake dating un peu léger. Mais quand c'est pas ce à quoi on s'attend, bah oui, c'est vraiment déroutant et je pense que ça mériterait d'être écrit quand même. Parce que voilà, ça touche quand même des choses vraiment pas faciles. C'est pas juste trigger warning, un peu de violence. C'est vraiment une famille toxique. Voilà, je laisse infuser ce que ça pourrait être, mais vraiment c'est assez glauque. Donc voilà, assez déçue en fait à cause de ça, où je trouve que le résumé, la couverture, en fait rien ne laisse entendre que ça pourrait être aussi sombre. Et quand on s'y attend pas, bah en fait moi j'ai pas trouvé ça forcément pertinent. Ensuite, Cérémonie d'orage de Julia Armfield. Alors, je suis déçue de ne pas avoir aimé. Je pensais vraiment aimer parce que c'est queer, parce que c'est un peu SF post-apo, parce que c'est censé être horrifique. Je l'ai pas trop senti à part à la fin un petit peu. Alors la plume, magnifique. J'ai adoré le décor donc de cette ville noyée sous l'eau, donc vraiment post-apo. Avec, en fait, il n'arrête pas de pleuvoir, l'eau a énormément monté, tout moisi, tout est humide, et il y a des coupures d'électricité, les gens sont délogés tout le temps parce que l'eau continue de monter. Enfin bref, le décor est vraiment super intéressant à l'heure actuelle. Et donc on suit 3 sœurs, enfin 2 sœurs et la demi-sœur, suite à l'annonce du décès de leur père, un père cruel, etc. Il y a 2 sœurs qui ne s'aiment pas spécialement et qui vont devoir renouer des liens d'une certaine manière à cause de ce décès. C'est très bien écrit, vraiment la plume est sublime, mais je me suis pas du tout attachée aux 3 sœurs, j'ai pas eu d'empathie du tout pour leur deuil, pour leurs problématiques, j'ai trouvé ça long alors que ça ne l'est pas tant que ça. Donc ouais, j'aurais vraiment aimé, je peux pas le dire autrement, mais moi ça l'a pas fait. Après voilà, ça reste un bon roman avec une belle écriture, une vraie thématique, mais moi il y a quelque chose qui a pas fonctionné avec moi, et j'en suis la première déçue. Et on termine ma dernière lecture 3 étoiles, alors qu'il y a un 3,5, avec Le Lion de Chrysos, romantasy médiéval MXM, donc ça c'était assez chouette. Donc on est dans un univers médiéval, il y a une quête, un prince disparu, un protecteur déchu qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa place, une romance difficile, tout est vraiment assez sympa, la fin est très chouette. Par contre j'ai adoré la deuxième partie du roman où il y a beaucoup de retournements de situation, certains que j'avais pas vu venir, c'était assez chouette, mais le début est long, notamment à cause du personnage principal, on reprend beaucoup ses états d'âme, on a compris au bout d'un moment qu'il s'en voulait, qu'il se détestait, parce que c'est un métamorphe et dans cet univers ils sont pas acceptés ou alors esclavagés, prostitués, enfin bon bref, voilà, et lui est le premier à dire que ça serait bien qu'il soit disparu parce qu'ils sont dangereux, enfin bon bref, on lui a un peu lavé le cerveau, on va pas se mentir. Et du coup c'est un peu un roman initiatique, mais j'ai trouvé peut-être un peu long la mise en place du personnage et de son évolution, et ça c'était assez dommage. Vraiment ouais, jusqu'à la moitié du roman, quelques longueurs, et puis après par contre ça part, et là c'était génial jusqu'au bout, donc du coup un 3,5 sur 5 malheureusement. Mais lecture assez chouette, moi je dis il faut plus de queerness dans les lectures. Donc passons aux lectures 4 étoiles. On commence avec Soleil Noir de Rebecca One Horse, très cool puisqu'on est dans un univers inspiré de la culture précolombienne, ce qui est assez original. Donc on est au solstice d'hiver, dans un monde assez étrange avec plusieurs peuples, avec des animaux totems, donc vous voyez il y a le corbeau, le serpent d'eau, etc. L'araignée d'eau, pardon. Et on va suivre donc 2 personnages, donc une femme capitaine, pas vraiment humaine, et donc rejeté un peu à cause de sa nature, et un jeune homme qui a eu une enfance franchement terrible et qui semble être une sorte d'élu du peuple corbeau et qui doit revenir dans cette ville principale. Et on suit la prêtresse du soleil de cette ville qui doit faire face à des guerres intestines, des jalousies, etc. etc. Bon, je vais pas en dire plus, mais l'univers est vraiment très chouette, assez original, ça j'ai beaucoup aimé. Les personnages sont intéressants, il y a un petit soupçon de romance mais qui est bien amené. Pas de coup de cœur, je saurais même pas vraiment dire pourquoi, mais très bonne lecture et très bonne découverte, et je trouve ça chouette de mettre en avant des cultures qu'on ne voit pas forcément d'habitude. Ensuite, System Change de Sunrise CV, mon premier livre de lit RPG, et très bonne découverte. Donc on est dans un monde où une sorte de système a pris place et a rendu le monde comme un jeu vidéo avec des classes, des armes, etc., des missions. Et le héros à un moment se retrouve dans une mission coincé dans un portail
qui s'est refermé. Et quelques années plus tard, il sait pas trop parce qu'il a pas de notion du temps, il débarque dans un nouveau monde avec un nouveau système mais avec les mêmes principes, c'est-à-dire des passages de classe, de niveau, des compétences, etc. Et voilà, donc il y a toute une aventure. Bon, le personnage est assez surpuissant, assez cheaté dès le tome 1, donc il y a des combats un peu improbables où il défonce tout et tout le monde en quelques minutes, c'est assez drôle. Et j'avais peur que ça soit un peu chiant de lire les compétences, les caractéristiques, et en fait j'ai adoré justement cet aspect-là, de comprendre la réflexion derrière chaque choix. Le personnage sait qu'il veut être puissant et du coup il fait ses choix en conséquence, et ça c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand il a le choix entre plusieurs compétences et qu'il peut en choisir qu'une ou deux, il va vraiment toutes les analyser en se disant bah ça, est-ce que ça peut être vraiment pertinent? Bah oui, mais en même temps, enfin voilà. Et j'ai vraiment aimé finalement cette réflexion. Et là je suis en train de lire Primal Hunter, qui est aussi un de la liste RPG, et vraiment j'aime beaucoup ce mélange d'action et de réflexion par rapport bah voilà à comment optimiser finalement ses compétences et qui on est. Donc voilà, bon, je pense que quand on a une âme de geek, qu'on fait du jeu de rôle, etc., ça ne peut que plaire, mais ça a été une excellente surprise. Ensuite, Burnt Offerings de Robert Marasco, qui est le roman qui a inspiré The Shining de Stephen King. Ce n'est quand même pas rien, et honnêtement je n'en avais jamais entendu parler, donc très contente que j'ai lu ressorte ce roman. C'est très atmosphérique, faut pas s'attendre à de l'horreur comme Stephen King, c'est horrifique mais plus angoissant que vraiment flippant en tant que tel. Genre là où quand j'ai lu The Shining j'avais vraiment peur, là c'est plus l'ambiance, l'atmosphère qui est un peu angoissante mais qui est très chouette. Donc une maison un peu étrange, une famille dont les personnalités vont évoluer, frôlant la folie, leurs relations qui vont se distendre, se changer à cause de cette étrange maison. Donc voilà, un huis clos un peu fantastique, assez léger, où chaque personnage voilà, va devenir un peu fou d'une certaine manière. Je n'en dirai pas plus, mais vraiment moi, c'est le genre de roman que j'adore, avec plutôt une atmosphère et une ambiance plus que de l'horreur pure, avec je sais pas, des gens zigouillés de partout. Donc voilà, et si on aime Stephen King, je pense que c'est d'autant plus intéressant de voir le roman qu'il a inspiré. Ensuite, Siddhartha de Hermann Hesse, un roman que j'avais commencé à lire, abandonné et que j'ai repris. Donc on est sur du roman initiatique, un classique, avec une philosophie plutôt orientale. C'est dur à dire parce que ce sont des romans qui se lisent et qui se vivent, ce sont des expériences. Je peux pas le recommander en tant que tel, parce que je pense que ce sont des romans qui arrivent au bon moment dans une vie, et que si j'ai pas pu le lire avant et que là j'ai pu le reprendre, voilà, c'est qu'il y avait une certaine raison. Mais c'est aussi parce que j'ai lu Demian, qui est rangé dans la catégorie 5 étoiles, qui m'a permis de mieux comprendre la pensée d'Hermann Hesse et aussi de mieux appréhender ce roman-là, sur en tout cas les points principaux qu'il essaye de tisser dans ce roman initiatique. Donc voilà, à lire, moi je trouve vraiment, mais difficile de le conseiller comme un roman plus classique. Ensuite, Fille du destin, tome 2 de Kika Azzopoulou, clôture cette duologie que j'avais adorée au tome 1, et j'ai adoré le tome 2, mais je l'ai trouvé presque trop court. La résolution, je l'ai trouvé presque trop rapide, trop facile, enfin, pas facile, mais trop rapide. Et donc un petit goût de pas assez à la fin, mais j'adore toujours autant ce mélange mythologie grecque avec cette enquête et le personnage de Io, la manière dont elle évolue, enfin vraiment, je trouve que c'est une duologie qui est à lire, pas assez connue à mes yeux, mais vraiment qui vaut le détour. Ensuite, The Corpse Queen, un thriller assez chouette dans l'univers des écoles de chirurgie et d'anatomie, donc c'est assez sombre. Donc on va suivre une jeune fille orpheline qui se découvre une tante qui est, on découvre assez vite la reine des cadavres, dans le sens où en fait elle vole ou achète des corps pour les donner à un médecin qui donne des séances de chirurgie, etc. Et donc plus le corps est original, ou en tout cas vaut le détour d'un point de vue scientifique, médical, plus c'est intéressant. Donc c'est comme ça qu'elle a construit sa fortune, mais évidemment bon, c'est pas non plus une activité dont on se vante. Et donc l'héroïne voilà, va découvrir cet univers-là, et en même temps dans cette intrigue, voilà, il y a un serial killer qui laisse des corps écorchés, des femmes écorchées, et donc chacun a un peu son agenda, etc. Mais c'est vraiment très chouette, et l'univers est assez sombre, mais vraiment intéressant. J'avais lu que des très bonnes choses, donc je pense que je m'attendais à encore mieux. Mais au final, ça reste une très bonne lecture. Là, c'était plus une question d'attente qui fait que je n'ai pas eu de coup de cœur, mais ça reste très chouette découverte. A Forgery of Roses, une lecture très sympa encore une fois, et qui a le mérite d'avoir un système magique assez sympa puisque c'est basé sur la peinture. Dans cet univers, les prodiges doivent se cacher d'ailleurs puisqu'ils ne sont pas vraiment acceptés, mais ils ont la capacité en peignant de modifier les corps. Donc ça peut être soit de vraiment remodifier un nez, quelque chose comme ça, ou de soigner par exemple une blessure. Et dans cet univers-là, Mira va avoir la difficile mission de devoir ressusciter quelqu'un. Et elle se rend donc dans ce manoir où cette mort n'a pas été annoncée, elle doit le faire rapidement avant que le corps se décompose, mais elle va se rendre compte que dans ce manoir, en fait, tout n'est pas ce qu'il semble être, et que la mort qui aurait dû être accidentelle ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc voilà, pareil, on a un mélange d'enquête et de fantaisie, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup ça. Il y a quelque chose un peu Dorian Gray finalement, avec cette histoire de peinture qui permet de changer les gens, etc. L'univers est vraiment très intéressant. Pareil, un petit soupçon de romance, et l'intrigue est vraiment très bien menée parce que l'autrice arrive à nous donner des indices et
on y croit mais on sait pas si on doit y croire, et du coup on est mené sur des fausses pistes, des faux chemins, et la résolution n'est pas du tout celle à laquelle je m'attendais. Vraiment l'intrigue est très bien faite. Là-dessus c'est très chouette, ça se lit très vite, c'est du young adulte donc mais quand même très bien écrit, donc pareil, très bonne découverte. On termine les 4 étoiles avec Dawn and Dusty de Lila Sage, ma première romance cowboy, et oui, il fallait bien commencer. Et j'avoue que j'ai adoré. Je pensais pas, mais ouais, c'était trop bien, franchement. Assez sexy, l'univers est chouette, c'est vrai que c'est un peu small town, dans un ranch, les grands paysages du Wyoming, c'est assez chouette, mais surtout, le personnage principal, Clémentine, a un TDAH et c'est vraiment écrit dans le roman et c'est vraiment important. Donc j'ai trouvé ça chouette de mettre en avant des personnages voilà, avec un peu atypiques entre guillemets. Et de l'autre côté, Luc est vraiment full consentement et ça fait du bien d'avoir des romances bienveillantes, sans violence, où voilà, c'est sexy parce que c'est consenti. En fait. Donc ça fait du bien. Évidemment, c'est pas de la grande littérature, mais encore une fois, J'ai lu arrive à traduire des romances que je trouve intéressantes avec des personnages plus profonds qu'il n'y paraît, des thématiques plus profondes qu'il n'y paraissent, et le tout avec quelque chose de franchement sexy sans tomber dans le vulgaire et l'érotique à toutes les pages. Donc très bonne découverte. On passe donc à mes lectures 5 étoiles, avec en premier Demian dont je parlais tout à l'heure de Hermann Hesse, pareil un roman initiatique et un classique de la littérature allemande, qui m'a foutu une claque. Pareil, je pense qu'il arrivait un moment de ma vie où il fallait que je le lise, ça m'a fait poser plein de questions et c'était juste génial. C'est comme pour Siddhartha, je le recommande et en même temps, si c'est pas le bon moment, c'est pas grave, si tu dois le lire un jour, bah tu le liras au bon moment pour toi. C'est un peu le principe des romans initiatiques, je pense. Ensuite, dans la même veine, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, un court essai des éditions Libertalia de Corinne Morel-Darleux, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, qui est écrit plutôt sous forme de bribes de réflexion, mais c'est passionnant, c'est-à-dire c'est pas forcément un essai hyper académique, mais c'est très poétique, la réflexion est percutante, profonde, elle interroge plein de choses sur notre société. Je pourrais en parler longtemps, mais vraiment, par contre, cet essai vaut le coup, c'est une centaine de pages, ça se lit voilà par bribes, donc on n'est pas obligé de tout lire, on peut lire quelques morceaux de temps en temps, mais la réflexion est vraiment très pertinente dans notre société actuelle. Ensuite, L'énigme de Turnglass. Un roman qui me faisait de l'œil depuis longtemps puisque c'est un roman tête-bêche, c'est-à-dire qu'il y a 2 histoires qui se rejoignent au milieu, il faut retourner le livre pour lire l'autre histoire. Et donc on lit d'abord une première histoire jusqu'au milieu, on retourne le livre et on lit la deuxième histoire. Et les deux se répondent évidemment, avec plein de mystères, etc. Et j'avais peur que ça soit un peu gadget au détriment de l'intrigue, et au final pas du tout, l'intrigue est vraiment chouette. Donc d'un côté on a l'Angleterre avec un homme qui est médecin qui vient s'occuper d'un oncle, et dans ce manoir de Turnglass perdu sur une île au milieu de nulle part, il y a une cage en verre avec une femme enfermée dedans. Donc ça c'est le mystère principal. Et de l'autre côté on est en Californie dans les années 1900 et quelques, aux côtés d'un homme qui va rencontrer un auteur à succès, qui va devenir ami, etc. jusqu'au jour malheureusement où il est assassiné. Et il va essayer de comprendre pourquoi et il va plonger là-dedans. Donc les 2 histoires sont liées et c'est assez intéressant. Au final je suis pas sûre qu'on ait vraiment la réponse. Et je ne sais pas s'il y a un meilleur sens de lecture, puisqu'on peut commencer par n'importe lequel des 2 côtés finalement. Mais c'était vraiment très intéressant. Ensuite, 2 romances, A Five Letter Word for Love, donc Small Town, Grumpy Sunshine, c'était doux, c'était bienveillant, c'était mignon comme tout et inspiré de Wordle, qui l'eût cru qu'on pourrait écrire une romance sur ça. Mais vraiment c'était super et j'ai beaucoup aimé Emily notamment parce qu'en fait une des choses principales de ce roman, un des thèmes principaux, c'est la vie idéale, c'est-à-dire qu'elle elle rêve toujours de plus, de mieux, et ça pose la question de nous aussi, quels sont nos rêves et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, est-ce que parfois le bonheur n'est pas là où il est plutôt que dans un futur hypothétique de toujours plus, toujours mieux. Donc voilà, très doux, très drôle, j'ai vraiment ri, j'ai adoré cette romance, c'était super chouette. Et la deuxième c'est How to End a Love Story de Yulin Kwang, et là j'ai adoré parce que héroïne chinoise issue de parents immigrés, donc bon je me suis vraiment reconnue, c'est sexy à souhait mais sans pareil jamais être vulgaire. On est à Hollywood, il y a des thématiques dures, notamment le deuil, le suicide. La romance entre les deux est très complexe, il y a beaucoup d'émotions, j'ai fini avec les larmes aux yeux, enfin vraiment une romance assez géniale, moi je recommande vivement, et ça fait du bien voilà d'avoir des personnages d'autres minorités qui sont mis en avant. Ensuite on finit par 2 romans de chez Charleston, Les Lotus d'or de Jane Young, où on est dans la Chine impériale du 19e siècle. On va suivre Petite Fleur et Lin Jing, donc 2 jeunes filles. Petite Fleur est vendue en tant que muizai, donc une esclave à Lin Jing, qui est une fille de noble. Et notamment, il va y avoir tout un truc autour des pieds bandés, donc ce qu'on appelle les lotus d'or, justement. Donc ce sont ces petits pieds bandés qui représentaient une forme de vertu, d'honneur, etc. Et donc voilà, c'est vraiment Charleston dans ce qu'il y a là de plus beau. Donc c'est ce souffle romanesque, ce sont ces femmes fortes, il y a de la résilience, il y a plein de moments très durs, et en même temps, il y a de la gentillesse, il y a de la force, il y a de l'amour. Enfin voilà, ce sont des destins de femmes incroyables dans un contexte historique vraiment passionnant. Et enfin, La liberté est une île lointaine. Là, on
part carrément dans les Caraïbes, on commence à la Barbade, une femme donc à qui on a enlevé ses enfants, donc une femme esclave à qui on a enlevé ses enfants, qui le jour où on apprend l'abolition de l'esclavagisme se dit chouette, sauf qu'en fait non, puisque les esclaves sont encore obligés de travailler 6 ans, on les appelle des apprentis, plus des esclaves, mais finalement le principe est le même. Et là elle se rend compte qu'en fait elle ne va jamais y arriver, et il y a quelque chose en elle qui se dit non, je veux plus ça, et donc elle s'enfuit pour retrouver ses enfants. Et donc voilà, elle va aller à la Barbade, Trinidad, pour retrouver ses enfants. Chaque enfant finalement est l'occasion d'expliquer ou de raconter un pan de l'histoire de l'esclavagisme, des difficultés, etc. Très émouvant aussi. On a aussi l'évolution du personnage de Rachel, évidemment, qui a été esclave pendant toute sa vie et qui là va découvrir la liberté, et finalement qu'est-ce que la liberté. Voilà, très touchant, très émouvant, essentiel je pense aussi par rapport à l'histoire, comme les Lotus d'Or, enfin voilà, c'est encore du grand Charleston. On termine avec mon coup de cœur absolu, donc 5 étoiles et plus, qui est Les Maîtres en Lumineur de Robert Bennett Jackson. Fantasy absolument génial, enfin j'ai tout aimé du début à la fin. Le système magique est super original, donc les enluminures, qui consistent en fait à apposer des sceaux sur des objets, pour leur faire croire que leur réalité n'est pas celle qu'ils croient. Donc c'est ce qui va permettre par exemple de faire voler des choses, de faire accélérer des choses, de faire des armes plus puissantes, etc. Et sauf qu'il y a une faille là-dedans, et c'est sur ça que va se baser finalement le récit, et c'est assez jouissif et assez génial. Les personnages sont excellents, il y a beaucoup d'humour, la relation entre Santhia et Clé est très drôle, très touchante, vraiment j'ai adoré. Chaque personnage a son propre arc évolutif, hein, c'est génial. L'intrigue est riche, pleine de rebondissements, on ne s'ennuie jamais. La fin laisse présager une suite absolument incroyable. C'est bien écrit. C'est vraiment de la fantaisie à l'ancienne finalement, dans le sens où on n'est pas dans de la romantasy comme on peut avoir l'habitude un peu maintenant. Il y a vraiment tous les ingrédients voilà, d'une équipe qui se crée un peu malgré elle, avec des personnalités très différentes et qui doivent travailler ensemble. Il y a du secret, il y a des rebondissements, il y a de l'intrigue. Et le tout voilà, dans un univers avec un système magique vraiment original. Donc moi quand on me dit tout ça, vraiment je signe et j'adore. Donc voilà, ma lecture préférée du mois c'est clairement celle-là, même si dans les 5 étoiles il y a eu des romans avec plein d'émotions, des romans assez magnifiques, mais celui-là il y a eu un plaisir de lecture assez fou, et j'ai dévoré les plus de 700 pages en 2 jours ou 3 jours je crois, à peine, parce que c'était impossible de poser ce livre. Voilà la fin de ce long bilan de janvier, je pense que le février sera pas aussi long. S'il y a des livres qui te tentent, n'hésite pas à me le dire pour qu'on en discute. S'il y en a que tu as lu et que tu as aimé ou pas aimé, je suis évidemment ouverte à la discussion en commentaire. Et je reviens très vite pour une nouvelle vidéo sur mon expérience en tant que jury pour le prix du meilleur polar point, puisque ça y est, nous avons voté. Et je vais pouvoir donc revenir sur les 10 polars que j'ai lus à cette occasion. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo.